Bonjour à tous, c'est l'heure de Parlement Hebdo. 45 minutes pour faire le tour de l'actualité politique et parlementaire avec Marion Lefebvre-Becker. Bonjour Marion. Bonjour Mickaël. Et dans l'actualité, cette semaine, un aveu en forme d'échec. François Hollande reconnaît que l'inversion de la courbe du chômage n'est pas au rendez-vous. Tous les espoirs résident désormais dans le pacte de responsabilité. Les syndicats ont défilé à Matignon toute la semaine. L'Assemblée nationale a levé le voile sur les détails de l'attribution de la réserve parlementaire. C'est l'enveloppe qui est distribuée aux députés pour le financement de projets locaux. Un acte de transparence et une première. Le détail est disponible sur le site internet de l'Assemblée nationale. Enfin, le plus de l'hebdo vous emmène au cinéma à la découverte d'un documentaire au bord du monde. Klaus Drexel donne la parole à ceux que l'on n'entend jamais, les sans-abri. Marie-Noëlle Lienemann, bonjour. Vous êtes sénatrice de Paris. Alors, vous avez été ministre du Logement sous Pierre Bérégovoy, puis secrétaire d'État, toujours au logement, sous Lionel Jospin. Vous représentez l'aile gauche du parti. Alors, nous avons demandé cette semaine à Olivier Faure de dresser votre portrait. Marie-Noëlle Lienemann a parfois la langue trop pendue et que ce n'est pas forcément utile de tirer contre son propre camp. En même temps, je lui reconnais des convictions, une force de conviction aussi, une capacité à entraîner sur ses projets. Je préférais qu'elle l'utilise parfois au service de tous et non pas à semer la confusion et à donner le sentiment qu'il puisse y avoir dans nos propres rangs des gens qui auraient trahi un esprit qui nous serait commun, parce que ça, c'est pas vrai. Alors, Marie-Noëlle Lienemann, est-ce que vous avez le sentiment de parfois tirer contre votre propre camp, comme le dit Olivier Faure? Écoutez, c'est simple, quasiment depuis que je suis militante, on me dit cela. En fait, il y a des camarades qui ont toujours envie qu'il y ait une espèce de monolithisme, tout irait bien, on serait tous unis, il n'y aurait pas de différence. Quand il se trouve que j'ai un long parcours et que j'ai fait partie du congrès d'Épinay. Et François Mitterrand et ceux qui ont fait la rénovation du PS ont mis comme principe le fait qu'il fallait rassembler la diversité de la pensée des convictions socialistes. Et si on se transforme dans un parti monolithique ou alors les seules légitimités sont les désaccords d'ambition personnelle, parce qu'alors soutenir les présidentielles, ça c'est toujours légitime, c'est de l'amitié. Mais avoir des différences idéologiques, voire politiques à certains moments, là ce serait l'affaiblissement. Je crois tout le contraire. Est-ce que vous vous sentez isolé ou au contraire, est-ce que vous êtes leader de ceux qui pensent tout bas? Ah ben écoutez, je ne suis pas du tout isolée. Je ne suis pas isolée d'abord parce qu'il y a des congrès et que nous avons fait 15-20% au congrès, presque un cinquième des socialistes, dans un climat où on venait d'être élu. Donc tout le monde disait qu'il faut donner ses chances au président, etc. Deuxièmement, quand on a des votes comme sur l'Europe, on fait une convention du PS sur l'Europe, refus du traité transatlantique, obligation de renégocier le pacte de stabilité. Nous sommes majoritaires dans nos amendements. Et puis, il y a la société, le peuple de gauche, le peuple, les électeurs socialistes. Quand vous voyez deux grands syndicats, comme la CGT et Force ouvrière, qui ont appelé à voter la CGT, mais le gros des militants de Force ouvrière a voté François Hollande. Eh ben, ils sont d'accord avec nous contre le CICE, le crédit impôt compétitivité. Marie-Noëlle Lienemann, oui, non, le PS est-il déchiré? Non, il est divisé, il n'est pas déchiré. On va en parler tout au long, évidemment, de l'actualité de la semaine. On va commencer, évidemment, par cet aveu en forme d'échec. Voilà, ce lundi est marqué par un chiffre 0,3%. C'est le taux de chômage dans cette fin de 2013. Le chef de l'État n'a donc pas réussi à tenir sa promesse. Il était en visite à Istanbul. François Hollande a connu son échec. Écoutez. Le chômage a augmenté de 2008 à 2012 d'1 million. 1 million. Et il a continué à augmenter encore en 2013. Plus de 170 000. C'est beaucoup. La fin de l'année traduit une stabilisation. Mais nous n'avons pas réussi dans l'année 2013 à faire diminuer le chômage. À en diminuer le rythme d'augmentation, oui. À en stabiliser le niveau, oui, en cette fin d'année, mais pas à le faire diminuer. Nous y avions mis les moyens nécessaires et nous continuerons à les mettre en termes d'emplois aidés, de contrats pour les jeunes, contrats de génération, emploi d'avenir, formation. Mais nous ne pouvons faire diminuer le chômage, nous ne pourrons le faire baisser dans les prochains mois que s'il y a de la croissance. La croissance, comment s'obtient-elle? Elle s'obtient avec
le maintien d'une demande intérieure, de consommation, mais surtout d'investissement. Nous avons besoin d'investissement. Marie-Noëlle Lienemann, c'est bien de reconnaître ton échec, mais quelque part, ça fait un peu aveu d'impuissance. De nos côtés, on a tout essayé contre le chômage. D'abord, moi, personnellement, je pense que cet échec était prévisible. Et on ne peut pas nous reprocher de ne pas l'avoir dit. C'était irréaliste, inverser la courbe du chômage en un an. C'était pas irréaliste, c'est que si on voulait atteindre cet objectif, il fallait faire une autre politique. Dès le mois de février, le courant que je représente, la gauche du PS, nous avons mis sur la table un pacte de relance. Nous avions analysé que, premièrement, la France ne peut pas attendre la croissance qui lui tombe du ciel, venue de l'extérieur. Or, c'est quand même ça avec la théorie des cycles, je ne sais quoi. Non, en politique, on construit l'avenir de son pays. On tient compte des conjonctures et des difficultés, mais on l'a construit avec volontarisme. Or, depuis le début, le fameux crédit impôt compétitivité emploi avec 20 milliards qu'il va falloir financer, l'absence de revalorisation du SMIC, vous avez repéré qu'il va y avoir une votation en Suisse pour revaloriser le SMIC à 4 000 francs suisses, que l'Allemagne installe le SMIC, que Barack Obama, dans son discours, dit qu'il faut revaloriser le SMIC, et que la gauche française vient au pouvoir et qu'elle ne donne même pas un coup de pouce au pouvoir d'achat des couches populaires, ce qui d'ailleurs économiquement plombe notre croissance. Donc nous avons fait des propositions avec aussi des investissements publics, diminuer drastiquement à marche forcée la dépense publique pour atteindre les critères européens et anti-croissance, anti-emploi. Voilà. Mais finalement, même les contrats aidés n'ont pas aidé à inverser cette courbe du chômage. Alors, ils sont là. Il faut rendre à César ce qui est à César. L'idée des contrats aidés est une très bonne idée. Elle doit contribuer à réduire le chômage. C'est pas suffisant. Mais elle ne suffit pas. En revanche, et nous l'avions déjà dit, pourquoi on n'atteint pas le chiffre ? Parce que quand d'un côté vous baissez les dotations aux collectivités locales, quand vous prétendez qu'elles pourraient faire, parce qu'elles géreraient mal, beaucoup mieux avec moins, il ne faut pas vous étonner que quand elles doivent être au rendez-vous de la complémentarité, puisque l'État ne paye pas tout, eh ben, elles ne peuvent pas en faire beaucoup. Les associations, on baisse leurs subventions ou on ne les augmente pas, elles ne peuvent pas faire beaucoup de contrats aidés. Donc c'était un peu, hélas, à craindre que cette baisse de la dépense des collectivités induise un faible nombre de contrats aidés par rapport à nos ambitions. Alors justement, Marie-Noëlle Lienemann, pour inverser la courbe du chômage, le gouvernement change de politique après les emplois aidés. François Hollande mise aujourd'hui sur le soutien aux entreprises. C'est le pacte de responsabilité supprimé d'ici 2017 les 30 milliards de cotisations familiales payées par les entreprises en échange de création d'emplois. Les négociations se sont ouvertes lundi à Matignon. Rim Benhaber. La méthode est bien rodée. Comme pour l'emploi et les retraites, Jean-Marc Ayrault reçoit un à un les partenaires sociaux. Le pacte de responsabilité présenté par François Hollande, un pacte qui promet la fin des cotisations familiales pour les entreprises d'ici 2017, soit un allègement de charges de 30 milliards d'euros. En échange, les entreprises doivent s'engager à embaucher. Le chantier est maintenant ouvert. Il doit être engagé le plus vite possible. Il consiste à diminuer les charges qui pèsent sur le coût du travail. Alors pour ça, il y a des contreparties qui sont nécessaires puisqu'il y aura un effort d'un côté de l'État, un effort notamment financier, et les contreparties en matière d'emploi, en matière de formation en alternance, en matière de qualité de l'emploi, en matière d'investissement en France. Pas encore de chiffres précis, le gouvernement préfère miser sur des engagements par thème, emploi des jeunes ou des seniors par exemple. Mais à la sortie des entretiens, les syndicats avaient bien du mal à se mettre d'accord. Le patronat exige désormais 60 milliards d'allègements de charges, mais toujours sans contrepartie chiffrée. Nous avons dit l'Observatoire des contreparties, nous préférerions l'appeler comité de suivi du pacte. C'est un projet ce pacte, c'est un projet collectif, c'est un projet sur lequel nous souhaitons avancer. Eh bien, n'attendons pas, je dirais, des mesures 13 boutons pour créer de l'emploi demain matin. Ce sera une conséquence de la confiance restaurée. Les syndicats de salariés, eux, refusent de signer un chèque en blanc. La balle, elle est dans le camp du patronat. Et si le patronat ne comprend pas que pour aider les entreprises, il faut aussi que celles-ci s'engagent à des embauches ou à des évolutions de carrière pour les salariés, eh bien nous aurons une impasse. Les entretiens avec les partenaires sociaux se poursuivent jusqu'à jeudi. Jean-Marc Ayrault dévoilera alors sa feuille de route pour mettre en place un pacte qui s'annonce compliqué. Vous croyez aux contreparties de ce pacte en termes d'emploi ? Non.
Je vais vous dire pourquoi. D'abord, premièrement, par les faits. Vous dites qu'il y a eu un changement de politique, mais enfin, on a eu le crédit impôt compétitivité emploi, 20 milliards. Alors, il y a techniquement... Le premier étage de la voilà, et maintenant, on va passer à 35, 30, 35. C'est 15 de plus. Mais alors, il y a l'actualité, nous dit tout de suite. Vous avez le cas du crédit impôt compétitivité emploi, le groupe Auchan, qui va toucher en 2 ans 120 millions d'euros de l'État qu'on va financer par la TVA. Et à partir de là, il annonce aujourd'hui, enfin il y a quelques jours, qu'il va supprimer 300 emplois en France. Et on ne peut pas dire qu'Auchan est par ailleurs un groupe en compétitivité mondiale pour l'exportation de la France. Ça veut dire que... Le résultat de votre démonstration, le résultat de ma démonstration, c'est que ce n'est pas en donnant des cadeaux aux entreprises sans avoir des objectifs chiffrés, mesurables, et en disant, si vous n'atteignez pas vos objectifs, vous devez rembourser. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? On pourrait le faire avec des crédits d'impôt. On dit, voilà, il y a un crédit d'impôt, accord de branche, comme on l'a fait pour les 35 heures. Si vous n'avez pas atteint l'objet, on décline par entreprise. Si vous n'avez pas atteint, on module ou on sanctionne, vous remboursez. Mais là, pour le coup, ça ne peut pas être de la création d'emplois pour une partie du cas. Déjà, c'est interdire qu'on licencie ceux qui touchent. Deuxièmement, c'est de négocier des salaires ou de la lutte contre la précarité, car ça induira aussi de l'activité économique. Donc la social-démocratie, oui, à la Hollande. La social-démocratie, c'est pas ce que fait Hollande, parce que la social-démocratie, c'est un pacte entre le parti social-démocrate et les syndicats. Donc il n'est pas social-démocrate, François Hollande? Pas du tout. Il est néolibéral, je le dis tout net, pour une raison simple, c'est que la social-démocratie, c'est un accord entre les syndicats et le parti de gauche pour créer un rapport de force et permettre un compromis social avec le MEDEF. C'est pas l'inverse. C'est pour ça que Peter Hart, qui est un ancien conseiller de Gardeur, vient souvent à l'Élysée pour donner des conseils. Beaucoup de sociodémocrates contestent le fait que la politique de Schröder a été social-démocrate. Ils qualifient eux-mêmes de néolibéral, le congrès du SPD, et notamment mes amis de la gauche du SPD, car nous ne sommes pas isolés, ils font presque un quart du SPD. Et par ailleurs, Peter Hart vous retient le discours qu'on a entendu, il vaut mieux travailler, de payer, exploiter à mort, c'est pas grave, vous travaillez, vous êtes un homme, tandis que si vous avez, par malheur, vous êtes indemnisé et que vous gagnez plus, alors là, vous êtes un assisté. On poursuit notre débat sur l'économie avec un livre choc, un livre sur la France et l'état de la France en 2040. C'est notre zoom de la semaine. Bonjour Nicolas Bavrez. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre Lettres béninoises, sorti chez Albin Michel. Si je résume un petit peu cet ouvrage, c'est l'état de la France en 2040. Oui. Et alors, si on regarde bien l'état de la France en 2040, c'est une catastrophe. On n'a plus de trésorerie, la France est en faillite, on est au banc des sociétés, on n'est plus notre siège à l'ONU. Ouais, c'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend si nous ne changeons pas de manière très importante, effectivement, notre modèle politique, économique et social. Donc ce livre a été écrit comme un conte politique et moral, précisément pour éviter que ce qui est indiqué là se produise. Mais je n'ai rien inventé, je n'ai fait que prolonger ce qui se passe aujourd'hui et qui est la désintégration de l'appareil productif, de la société et de la nation française. Question d'actualité, le pacte de responsabilité. Alors, le pacte c'est néolibéral, dit Marie-Noëlle Lienemann. Et vous ? Alors, moi, je partage son avis sur l'échec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est clair qu'on a un échec complet de la stratégie mise en œuvre en 2012 sur la croissance, sur le chômage et puis sur les déficits et la dette. Donc, il est clair qu'il faut changer. Le pacte, il essaye de, comme on l'a dit, de changer en donnant plus de la prime à l'offre, à la production, à l'entreprise, en créant de l'emploi plutôt dans le secteur privé que dans le secteur public et en baissant la dépense publique. Donc, dans ses principes, je le trouve bon. En revanche, j'ai d'énormes doutes sur sa réalisation parce que, premièrement, on voit déjà beaucoup de zigzags puisqu'on explique que, par exemple, en matière de dépenses publiques, on va toucher ni aux départements, ni aux fonctionnaires, ni à l'éducation. Donc, on se demande d'où ça va venir. Vous rejoignez, en fait, sur le constat, c'est que ça ne peut pas marcher, en fait. Moi, je pense que c'est à l'état de point d'interrogation. Là où je rejoins Marie-Noëlle Lienemann également, c'est que quand on regarde les forces économiques et sociales qui soutiennent dans la société, c'est quand même une configuration assez volatile et instable. On a un président de la République de gauche et le patronat qui est la seule force qui soutient. On n'a pas pour l'instant de mesures claires et de financement qui soient bien... Et ensuite, on peut se demander si le gouvernement qui a mis en place la précédente stratégie, qui a donc échoué, est capable d'opérer et d'être le gouvernement de ce tournant. Selon vous, Nicolas Bavrez, la France est-elle capable
de se réformer? Mais bien On a sûr. l'impression que c'est difficile quand même quand on lit en plus. Mais c'est difficile dans votre toute constat. démocratie. Fort heureusement, les démocraties sont des régimes conservateurs. C'est pas facile de réformer l'Allemagne, c'est pas facile de réformer aucun de ces pays, mais c'est possible. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé dans des pays très différents, comme le Canada, la Suède, l'Allemagne, où en fait le privilège des pays développés, c'est comme il y a beaucoup de capital accumulé, beaucoup de savoir-faire, vous pouvez retourner à un grand pays développé en 2 ans et avoir des résultats très solides en 5 ans. Mais maintenant, c'est pour ça qu'il est sans attendre 2040, il faut vraiment s'y mettre parce qu'on est à la limite, vraiment, on est sur le très proche des astres. Marie-Noëlle Lienemann, justement, ça sert d'électrochoc, ce Non, genre mais, de enfin, roman mais c'est romancé, pas de vrai, ça conte. régulièrement tire la sonnette d'alarme et souhaite un cap qui est cohérent dans sa pensée. Moi, je pense qu'il faut un sursaut, mais je pense qu'il faut qu'il soit... Le point d'appui de ce sursaut est différent. Oui, vous Il n'êtes est pas d'accord sur le... alternatif. Voilà. Je pense que la thématique, le changement, c'est maintenant, sursaut était libéral. juste. Il fallait changer la France maintenant. Maintenant, Et il ne moi, l'a pas je fait. ne pense pas. Ben non, je pense, on est trop dans la continuité du passé. Pour ma part, je pense qu'il y avait des points majeurs qui sont déterminants pour notre avenir. Je pense qu'on doit tout mettre le paquet sur la capacité à produire. On n'aura pas les mêmes stratégies. Moi, je pense qu'il faut des grands travaux, des grands investissements. Je pense qu'il faut mettre le paquet sur la redistribution fiscale et pas des mesurettes où après on remet sans arrêt de l'impôt. Moi, je pense qu'il fallait que les couches populaires voient baisser leur impôt et je suis hostile à la baisse de la TVA. Il faut une CSG progressive, il faut une meilleure redistribution des efforts. Nicolas Barrois sera pas vraiment d'accord là-dessus, Et en j'imagine. particulier sur le calcul des cotisations sociales. Il faut qu'on prenne un choix stratégique. Moi, mon choix, il est clair. Il est la croissance qualitative durable, soutenue par des investissements publics et des contrats de développement avec les branches industrielles et productives. De l'autre côté, la redistribution des richesses. Troisièmement, des nouveaux droits aux travailleurs. Et par ailleurs, un grand effort de conviction collective autour de nos valeurs républicaines. Si Voilà. je reviens, Nicolas Barrois, sur votre ouvrage, j'ai lu page 30, Alassane Bono, qui est donc le président du FMI, un Béninois, qui vient à Paris pour essayer de sauver finalement ce qui est encore sauvable en France. Il veut sauver cette part d'universel qui constitue la marque du pays. C'est ça qui nous manque en France, c'est ça qui peut s'éteindre. Je crois que les Français aujourd'hui, clairement, n'ont plus confiance ni en eux-mêmes, ni dans leur pays. Et ça, c'est un problème qui est extrêmement important. En même temps, la France, elle est encore porteuse de valeurs universelles. Et puis la France, elle a une ressource incroyable. Quand on regarde ces mêmes Français à l'étranger, la France numérique, si vous voulez, elle existe. Le drame, c'est qu'elle est à San Francisco. Aujourd'hui, dans la Silicon Valley, vous avez 600 entreprises qui sont dirigées par des Français. Vous avez 6000 ingénieurs français. Pourquoi est-ce qu'on a fait un système qui les oblige à aller là-bas pour faire ce genre de choses et pas chez nous? Donc, c'est vraiment possible de changer. Et là où je rejoins Madame Lienemann sur un point, c'est sur la production. Cette semaine, vous avez eu 4 chiffres dramatiques. Celui du chômage, on en a parlé. Mais les investissements directs étrangers, moins 77%. Forte baisse. Un chiffre épouvantable, les sites industriels, on a détruit 2 fois plus de sites industriels qu'on en a créés et les créations sont à un plus bas historique. La recherche et le développement, qui est l'avenir, on est tous d'accord pour dire que c'est par l'innovation dans un pays qui est un pays vieillissant et en même temps un pays qui restera fort heureusement avec des coûts assez hauts, c'est par l'innovation. On a détruit plus d'emplois dans la recherche et le développement qu'on en a créé. Donc là, si vous voulez, c'est pas... On dit que c'est du déclisme, c'est pas vrai. Tous les facteurs d'alerte, on les a. Et donc maintenant, il faut bouger. Et on n'est pas obligé de bouger droite contre gauche. Regardez, en 1945, on a quand même été C'est là où capable vous vous de rejoignez, faire un d'ailleurs. pacte Ouais. productif qui a permis de reconstruire le pays. Aujourd'hui, on est dans la même situation. Il faut reconstruire notre appareil de production. Un lanceur d'alerte, Nicolas Barrois, vous pouvez vous définir comme ça? Non, parce que les alertes, elles ont été lancées. Maintenant, c'est faut agir. une injonction à agir, exactement. Mais justement, Et sans attendre on l'a bien 2040. compris, le constat est le même pour tous les deux, il faut réformer. Est-ce qu'il ne faut pas aussi revoir un petit peu cette parole politique? Est-ce que les hommes politiques n'ont pas un devoir de responsabilité? Alors, je vous rejoins. Je pense que la parole politique, elle est très abîmée et que là, on en a eu un exemple marquant. Quand on a le chômage, qui est vraiment un cancer, qui est en train de détruire l'économie, mais aussi la société et la démocratie. On a le chômage qui augmente de 5,7% dans une année. On explique que c'est une stabilisation. Eh bien, dans une démocratie, quand on commence par la corruption du langage, c'est du totalitarisme mou. Alors, effectivement, c'est pas l'Union soviétique, c'est Molasson. Mais quand les mots jurent avec les choses, ça, on ne peut plus d'ailleurs se débattre, parce qu'il faut qu'il y ait du débat dans une démocratie. Mais si les mots ne veulent plus rien dire, et si c'est à la tête de l'État qu'on valide cette corruption du langage, alors là, c'est vrai que les choses sont graves. Marie-Noëlle Lienemann, les hommes, femmes politiques ne disent plus la vérité, sauf Bah, peut-être pour tous, vous, bah, c'est peut-être
pour vous. Il n'y a pas de raison. Moi, je ne supporte pas qu'on fasse blanc et qu'on dise blanc et qu'on fasse noir. On n'avait pas écrit, on avait dit qu'on était contre la TVA sociale, que c'était pas la question du coût du travail. Après, on peut découvrir au bout d'un certain temps, mais on met déjà en place sa politique. Après, on peut la nuancer, parce que le réel, on ne doit pas nier le réel. Et faire comme si les chiffres que donne M. Bavrez sont justes. Ils sont alarmants. Moi, j'ai pas le même accord que lui sur les investissements. Je pense que la France a historiquement eu du capital public, qui a été des contrats avec le privé, parce qu'il n'y a jamais eu non plus l'économie administrée. Et tant qu'il n'y aura pas de retour du capital public réel autour de filières et de projets, nous serons hyper fragiles par rapport au capitalisme étranger. Sur ce constat. Merci Nicolas Bavrez. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Lettres béninoises, chez Albin Michel. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci. Alors, le président de la République a été mis en cause à l'Assemblée. C'était mardi. Cet échange a suscité de vives réactions. Lors des questions au gouvernement, le député UMP Guillaume Larrivé s'en est pris vivement au président de la République, qu'il estime illégitime, une critique sévère qui a provoqué une bronca sur les bancs de l'hémicycle. Je vous propose de réécouter cette intervention du député de Lyon et la réponse du Premier ministre. Depuis bientôt 2 ans, François Hollande est installé à l'Élysée. Il a été élu par défaut sur un seul programme, l'anti-sarkozysme. Il préside la France comme il a géré le Parti socialiste en multipliant les petits arrangements et les grands renoncements. Alors la vérité, même si elle vous déplaît, même si elle vous fait hurler, c'est que le président de la République avait pris devant les Français un engagement solennel. Et que cet engagement, c'était de faire reculer le chômage. Cet engagement, et cela vous gêne, il n'est pas tenu. La vérité est que la présidente Hollande est un naufrage. Qu'attendez-vous pour vous en aller? Attendez-vous qu'un communiqué du président de la République déclare que François Hollande a déclaré de rompre sa vie commune avec vous? Est-ce que vous soutenez ceux qui, dimanche dernier, ont tenu les mêmes propos? C'est la démocratie qui décide. Que leur vote vous plaise ou non, c'est le vote du peuple français. Rien d'autre ne peut exister, sinon le respect du vote des citoyens. Marie-Noëlle Lienemann, peut-on tout dire sur les bancs du Parlement? Oh bah oui, enfin au bout d'un moment, le spectacle. Oui, enfin tel spectacle. Les mots sont durs, c'est la première fois qu'on s'attaque aussi violemment au président. C'est pas la première fois. Chaque fois que la gauche est au pouvoir, la droite considère que le gouvernement est illégitime. Jacques Chirac disait quand François Mitterrand a été élu qu'il ferait pas 5 ans. À l'époque, c'était 7 ans le septennat. Donc vous voyez bien qu'il ferait pas 5 ans. Donc il y a toujours eu un procès en illégitimité quand la gauche arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'a dit la tradition de la gauche française, notamment de la droite française, notamment avec la Ve République, qui pense que naturellement elle est là pour truc, et la gauche, c'est pas des gens responsables, ils sont pas capables de gérer, ils sont heureux. Bref, il y a toujours eu ce tropisme. Alors, est-ce que c'est pas aussi symptomatique d'un certain ras-le-bol dans la société, ce ras-le-bol fiscal Non, les ras-le-bol, depuis le début, les ras-le-bol, il y a des mécontentements. Ce qui est significatif, c'est notre faiblesse. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Ça ne justifie en rien le procès en illégitimité. Ça ne justifie en rien la radicalisation de la droite qui flirte avec l'extrême droite ou des thèses malsaines. Mais la réalité, c'est que pour tenir tête, pour tenir bon, pour être capable de changer, il faut être fort. Et pour être fort, il faut que la gauche soit unie. Parce que quand on a fait 50 et quelques pourcents, mettons 51%, eh bien on ne peut pas se permettre de ne pas fédérer le camp politique qui a au pouvoir. Et le fait que François Hollande ait refusé au début, ou en tout cas n'ait pas fait les efforts, au début de son quinquennat, pour fédérer toute la gauche, au motif qu'on avait la majorité tout seul, le PS à l'Assemblée. Vous pensez à qui? Vous pensez au Vert? Vous pensez au Parti communiste? Rouge vert, je dis Parti communiste, etc. Il y a évidemment... C'est l'échec de François Hollande du début du quinquennat, ça? Je pense que c'est le signe de l'erreur de début du quinquennat. Après se rajoute l'histoire européenne, dont on sait que le peuple de gauche et le peuple français attendaient énormément de cette réorientation. Ça reviendra pour les élections européennes, bien sûr. Mais pas seulement pour les élections européennes. C'est le doute sur le fait qu'on est sur le cap qu'on avait annoncé. Donc moi, je le dis à François Hollande. Aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, si François Hollande veut pouvoir reprendre pied, il faut qu'il, non pas fasse le tournant
qui n'est pas un tournant, qui est la continuité de ce qu'il a fait depuis le début, il faut qu'il fasse vraiment le changement de cap avec un nouveau pacte majoritaire, avec sa majorité de gauche. Donc avec les communistes et avec les Verts. Voilà, et ça nous ramène à l'autre point sur lequel Jean-Marc Ayrault a raison de dire la droite surfe sur tous les ras-le-bol accumulés, les thèses qui vont du poujadisme à l'extrême droite, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand la gauche n'est pas non plus dans la rue pour faire obstacle aux pensées racistes, comment on était capable en 1934 de fédérer. Dieu sait qu'à l'époque, entre le Parti communiste qui était proche de l'Union soviétique et puis Léon Blum, il y avait des montagnes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On était capable de fédérer la gauche. Oui, la gauche doit défendre dans la rue, mais pour qu'elle défende dans la rue, il faut qu'elle ait quelque chose à défendre. Il faut qu'il y ait, à défaut d'être d'accord sur tout, qu'il y ait quelques grandes réformes majeures, quelques avancées concrètes pour les salariés, et qu'on ne continue pas à prendre des discours qui ressemblent à ceux du MEDEF. Donc voilà, il faut qu'on retrouve cet élan collectif, car sinon, il va y avoir une fragilisation collective, non seulement de la gauche, mais de la démocratie. Justement, on va parler de ce thème également avec, toujours dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, qui a dû lui aussi répondre à cet appel au boycott en France, cette rumeur lancée par des mouvements extrémistes en Ile-de-France contre ce qu'ils appellent la théorie du genre. Je vous propose d'écouter le ministre et puis on en discute juste après. Jamais nous ne renoncerons à l'enseignement de l'égalité que nous inscrivons au fronton de toutes nos écoles. Nous lutterons et nous continuerons de le faire contre toutes les discriminations, contre le racisme, contre les inégalités. Mais je veux très solennellement rassurer tous les parents de France. N'écoutez pas ceux qui veulent semer la division et la haine dans les écoles. Ce que nous faisons, ce n'est pas la théorie du genre, je la refuse, c'est promouvoir les valeurs de la République et l'égalité entre les hommes et les femmes. Théorie du genre, on ne naît pas fille ou garçon, mais on le devient en quelque sorte. Ouais, moi, je suis totalement en désaccord avec la théorie du genre, donc c'est clair. Ouais. Et je pense que... Mais elle n'est pas instruite à l'école, cette théorie du genre. Exactement, donc c'est ce que j'allais dire. D'où vient cette rumeur? Comment est-ce que c'est acceptable? D'où ça peut s'enflammer? Non, mais attendez, d'où viennent les rumeurs? C'est pas le sujet, parce qu'au bout d'un moment, quand on dit d'où vient la rumeur, on finit par se poser la question de savoir s'ils n'ont pas une certaine légitimité. C'est des coups politico-idéologiques d'un certain nombre de groupes qui, eux, pour le coup, vont survaloriser l'idée qu'il pourrait y avoir une menace de la théorie du genre pour combattre la réalité de notre volonté d'assurer l'égalité. Maintenant, je le dis tout net, de ce point de vue, je trouve que la clarification de Vincent Peillon est utile. Oui. Il n'y a pas au gouvernement de soutien à la théorie du genre. C'est important que ce soit clairement compris par tous les Français. Ça n'était pas jusque-là? En tout cas, il y avait du doute chez certains qui n'étaient pas toujours des gens avec lesquels nous n'avons pas de convergence ou de nos électeurs. Ça a été mal expliqué? Donc, peut-être qu'il y a eu de la confusion et donc il est important de l'avoir rappelé. Alors, sur l'école, je trouve que c'est très important qu'évidemment de la lutte contre la discrimination et surtout contre les stéréotypes. Parce que ce qui est vrai, c'est que la société envoie des stéréotypes. Mais c'est la question de la méthode. C'est la méthode. La grande question, c'est celle de l'égalité. Et la première égalité, toutes les égalités, il n'y en a pas certaines supérieures à d'autres. L'échec scolaire, le petit gamin dans les catégories sociales qui ont du mal, c'est aussi important que les inégalités hommes-femmes. Et donc le combat de l'égalité est au cœur de l'école publique. Et je trouve qu'il devrait mieux mettre en valeur ce qu'il fait en ZEP avec les moyens, etc. La question aussi, c'est de savoir si vous n'en faites pas trop avec les questions de société. Ah, moi, de toute façon, j'ai toujours dit, il faut jamais... Au risque d'instrumentaliser justement des groupuscules. Je ne pense pas qu'on fasse pour les questions de société, on n'en fait pas assez sur les questions sociales. Est-ce que ça traduit ça doit toujours aller de pair. Parce que ça ne doit pas servir de paravent à l'absence de réformes sociales et d'amélioration des questions sociales des gens. Ça n'est pas un chiffon rouge qu'on truc, c'est nécessaire à l'émancipation collective. L'émancipation sociale, l'émancipation dans les mœurs. Alors mercredi, les députés ont dû jouer la transparence. La réserve parlementaire a été rendue publique, plus de 80 millions d'euros. Désormais, chacun peut voir comment sont répartis les 130 000 euros par député. Grâce à cette transparence, certains favoritismes sont apparus, mais ils ne sont pas toujours bien assumés. Jean-Baptiste Daoulas. En 2013, les députés ont distribué 81,6 millions d'euros grâce à leur réserve parlementaire. La liste des subventions est longue, pas moins de 246 pages. C'est la première année qu'elle est rendue publique sur le site de l'Assemblée nationale.
La réserve parlementaire sort enfin de l'ombre. C'est extrêmement encadré et ce n'est pas le député qui fait le chèque. Le député fait la demande. Cette demande, elle est approuvée par le ministère et elle passe directement après par l'association. Les députés financent des aménagements dans leur circonscription, comme des rénovations d'églises. Ils soutiennent aussi des associations culturelles et sportives, avec des noms parfois originaux. La députée PS Seba Dagoma a accordé 5 000 € à l'association parisienne Un sourire de toi et je quitte ma mère. Plus surprenant encore, des syndicats étudiants ont été financés par 5 députés. L'UNEF a reçu 90 000 € grâce à 3 députés de l'aile gauche du PS. J'ai fait ça la première année parce que je ne connaissais pas bien le fonctionnement. Maintenant, j'ai plein d'associations locales qui m'ont demandé, donc je les aide. Mais je trouve ça très bien. Moi, je règle une dette à leur égard. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à toutes les valeurs qu'ont appris le combat du syndicalisme étudiant. À droite, Jean-François Copé et Gilles Carrez ont apporté 60 000 € au syndicat l'UNI. Mais ils assument un peu moins. Est-ce que c'est normal de financer des syndicats d'étudiants? Écoutez, regardez les subventions qui sont accordées à toutes sortes d'associations en Seine-Saint-Denis et vous verrez la réponse. Dans le viseur de Gilles Carrez, les subventions décidées par Claude Barthelone dans son département. La transparence n'empêche pas quelques croche-pieds entre députés. Marie-Noëlle Lienemann, quand vous entendez que des députés financent des associations comme l'UNI, l'UNEL, ces syndicats étudiants, il y a une polémique qui est née. Est-ce que vous trouvez ça normal de financer ces syndicats étudiants avec la réserve parlementaire? Moi, par exemple, je trouve normal de financer l'UNEF. Pourquoi pas? Puisqu'on subventionne des associations. À vrai dire, je vais vous dire, ma pensée, c'est que je pense que tout ça n'a plus de sens. Personnellement, je ne suis pas favorable à la réserve parlementaire. C'est dépassé, il faut la j'étais supprimer. députée pendant 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus. 5 ans, non, 4 ans, puisque je suis devenue ministre. Je n'ai jamais utilisé la réserve parlementaire, je ne savais même pas qu'elle existait. Et en tant que sénatrice? Donc, en tant que sénatrice, je n'ai pas utilisé la totalité de mes sommes. J'ai d'ailleurs laissé à mes collègues des territoires. D'ailleurs, vous allez. La mienne, elle est simple. J'ai aidé l'association Habitat et Humanisme, qui à Nantes a fait un foyer pour les personnes en difficulté et qui avait besoin de financement. Le financement global n'était pas bouclé pour le mobilier. J'ai par ailleurs soutenu une association qui faisait la promotion de Jean Jaurès et qui a fait un grand spectacle sur Jean Jaurès à Cordes et qui diffuse dans toute la France. Donc moi, il n'y a aucun souci. Et alors, je ne sais pas, le total doit faire 120 000 € à peu près. Tous les détails seront publiés de toute façon. Absolument. Mais voyez, alors, comment on dit pourquoi le nom de l'association? Il y a des tas d'associations qui ont des noms un peu trucs et qui font du travail ensemble. Et puis, ce qui est ennuyeux dans cette affaire, c'est que toutes celles à qui vous avez dit non, on dit pourquoi pas moi, hein? Voilà. Donc tout ça me paraît. Alors, la vraie question, c'est que les modes de financement public, aujourd'hui, ne permettent pas toujours aux associations de fonctionner correctement. Alors, cette semaine, hasard du calendrier, les parlementaires doivent également remettre leur déclaration d'intérêt. Est-ce que vous avez rempli la vôtre? Bien sûr, heureusement, puisque c'est le 1er février qu'on devait l'avoir envoyée. Donc, on a une déclaration d'intérêt, une déclaration de patrimoine. C'est compliqué. C'est hyper compliqué. Alors, je pense que c'est compliqué parce qu'on a modifié le système. Maintenant qu'on le connaît, par exemple, on vous demande depuis le début de votre mandat, qu'est-ce que vous avez gagné, etc. Ça va trop loin. Ouais. Bon, non, moi, ça ne me gêne pas. À partir du moment où on le sait, c'est moins difficile d'aller reconstituer parce qu'au moins, chaque année, on fait le point et puis on n'est pas obligé d'aller rechercher. Est-ce que ça va suffire à moraliser la vie politique, cette transparence? Non. Un gros soupir. Oui, parce que, vous savez, la chasse contre la turpitude est sans fin. Moi, je suis plutôt pour la transparence. Je suis, par exemple, j'ai été pendant longtemps, alors que j'étais, quand on me dit, mon camarade fort me disait que j'étais à contre-courant. J'ai dénoncé la corruption au PS. Je me suis fait insulter dans mon parti. J'ai pris position au Conseil des ministres. J'étais la seule à dire pas de financement privé pour les campagnes. François Mitterrand, gentiment, vient me dire que j'avais raison, mais qu'il ne pouvait pas le faire, etc. Donc moi, je dis sur cette affaire, pour le coup, c'est le côté que je trouve plutôt bien dans l'Europe du Nord. Mais il ne vous a pas échappé que même dans la vertueuse Allemagne protestante, il y a énormément de corruption aussi. Donc ce qui est le plus important, c'est la transparence, le droit des citoyens à pouvoir dénoncer, la liberté de la presse et surtout que la politique redevienne un débat sur les idées et les actes et non pas sur le pistage des comportements individuels des gens. On va passer à un autre sujet, Marie-Noëlle Lienemann. On va passer au jeudi avec une journée consacrée au logement.
Il y a eu la remise du rapport de l'abbé Pierre sur le mal-logement et un texte débattu au Sénat qui s'est penché pour la deuxième fois sur le texte Allure. C'est le projet de loi pour une meilleure accès au logement, au programme la garantie universelle des loyers et l'encadrement des loyers. Il a été adopté il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. C'est votre sujet puisque vous avez été secrétaire d'État au logement. Si vous aviez été en charge aujourd'hui, si vous aviez été ministre, vous auriez fait quoi dans ce projet de loi? Écoutez, de toute façon, je trouve qu'il y a... Vous n'avez rien touché, il était peut-être parfait, je ne sais pas. Oui, non, il y a toujours des choses... C'est compliqué le logement parce que le projet de loi lui-même, c'est l'encadrement du logement, disons, et de l'autre côté, il y a tout le débat budgétaire sur les moyens donnés. D'abord, un bon point au gouvernement. Cette année, on réaugmente le nombre de logements sociaux HLM construits. Et il faut poursuivre, et je crois que les mesures qui ont été prises par le gouvernement, le président de la République, le et Madame Duflot, nous amènent à penser qu'on va remonter le truc. Arrivera-t-on aux 500 000 logements? Là, il y a sans doute des choses complémentaires à faire, et en particulier en Ile-de-France, mais j'ai vu que Madame Duflot proposait qu'on libère du foncier supplémentaire. La garantie universelle des loyers, c'est bien. Il y a une très bonne idée, c'est la garantie universelle des loyers. Alors, certaines associations estiment que le texte a été vidé de sa substance. Il y a eu des modifications, pas elle n'est plus obligatoire. Pas du tout. J'ai plaidé avec passion ce sujet au Sénat. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes les propriétaires vont pouvoir, et les locataires vont pouvoir faire appel à une garantie publique qui ne coûtera rien aux propriétaires et aux locataires, qui va donner un socle de garantie, notamment le remboursement, le versement direct aux propriétaires en cas d'impayé de loyer de 18 mois correspondant au loyer médian du coin. C'est-à-dire tous les gens qui ont des super loyers ne toucheront le niveau du loyer médian. Déclenchement tout de suite du suivi social quand il s'agit de personnes en difficulté. Il y a des tas de droits auxquels les gens ne savent même pas qu'ils ont droit. Troisièmement, la possibilité quand même, évidemment, le Trésor public va recouvrer, et en particulier si jamais il y a des locataires de mauvaise foi qui ne paient pas leur logement. Alors, quelle est la différence entre pourquoi les associations se disent on l'a vidé de la substance? Elle demandait le cautionnement, la suppression du cautionnement. Il y a un doute constitutionnel sur la capacité d'interdire la caution. Mais je le dis tout net, quel est le propriétaire qui va être assez stupide pour refuser une garantie gratuite de toucher pendant 18 mois des impayés, alors qu'on sait qu'aujourd'hui en France, 60% des cautions ne peuvent pas être appelées pour des tas de problèmes juridiques et qu'il faut faire plein de procédures juridiques. Alors que là, ça va se déclencher vite, tout de suite, quand les impayés arriveront. La GUL gagnera contre la caution, et si par malheur il y avait encore des gens qui discriminent par la caution, on aura là une légitimité constitutionnelle. Il y a eu aussi le rapport de l'abbé Pierre sur le mal-logement, évidemment. Exactement, il y a un appel lancé demain par la Fondation Abbé Pierre, comme le premier appel de l'abbé Pierre il y a 60 ans. À l'époque, il avait permis de récolter 400 millions de francs. Vous pensez que... Je ne sais pas si c'est un appel financier. Moi, j'irai à cet appel, et s'il fallait donner, bien sûr, je donne. Et tous les ans, il y a des tas de gens qui donnent à la Fondation de l'Abbé Pierre. Alors, cette semaine, justement, le Plus de l'Hebdo revient sur la situation des sans domicile fixe à Paris. Au bord du monde, c'est le titre d'un documentaire de Klaus Drexel diffusé au cinéma depuis la semaine dernière. Le cinéaste est allé à la rencontre de sans-abri la nuit à Paris pendant 1 an. Il leur donne la parole et face à la caméra, ces sans-abri évoquent leur souffrance mais aussi leur espoir. Agathe Pécastin. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez froid? Je grelotte. À 60 balais, je sens que je fais encore l'été pour remonter la pente. Faut pas trop déprimer sur les mauvaises choses. Il peut encore y avoir de mauvaises choses. Michel, Jenny, Pascal, Christine et les autres. Ils sont les héros ordinaires choisis par le réalisateur Klaus Drexel qui signe son premier documentaire au cinéma. La misère témoigne à visage découvert, une misère qui dérange, dans l'une des plus belles villes du monde, Paris. Il y a des matins, je me lève et j'en ai vraiment marre à fond. Et à chaque fois qu'il y a le marathon de Paris qui se court, moi je cours le marathon de Paris. Au bord du monde, lève le voile sur la pauvreté dans nos rues, celle que l'on ignore, celle pour qui on ne semble plus chercher de réponse. C'est comme si tu considérais que parce que tu es là, tout est fini pour toi. C'est même plus la peine de s'arrêter, c'est même plus la peine d'écouter. La non-réponse au problème qui nous maintient ici, c'est ça le pire.
Klaus Drexel, habitué à la fiction, pose un regard tendre, très cinéma, sur une réalité poignante. Selon un récent sondage de l'INSEE, le nombre de sans-domicile en France a augmenté de 50% en à peine plus de 10 ans. Alors quand vous entendez Christine, cette sans-domicile fixe, dire la non-réponse au problème qui nous maintient ici, c'est ça le pire. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce qu'il y a suffisamment de réponses aujourd'hui? D'abord, je voudrais dire que la première des choses, c'est de ne pas rendre ces gens invisibles. Pour nous-mêmes individuellement et pour la société collectivement. C'est injuste de dire qu'il n'y a pas de réponse. On multiplie des places d'hébergement, etc. Et en même temps, on a une dégradation sociale et avec des conséquences humaines dramatiques. Et ça nous ramène au début du sujet. Ces personnes ont eu des fragilités, des difficultés on les a brisées. Alors, le vrai problème, c'est que d'abord, la crise du logement n'est pas simplement celle des SDF. Il ne faudrait pas opposer... Important. Il ne faut pas opposer les SDF aux catégories modestes qui n'arrivent pas non plus et qui n'en sont pas encore, heureusement, dans un basculement de cette nature. Deuxièmement, les problèmes ne sont pas que de logement. Ils sont aussi des problèmes d'accompagnement humain de nos structures. C'est peut-être ça le plus important aussi. Et voilà. Les rendre moins invisibles. Exactement. Et troisièmement, je pense que dans le cas de Paris, il est fondamental que la métropole en fasse sa première priorité. Parce que vous ne pourrez pas régler tous les problèmes de logement, d'hébergement, de suivi des personnes sans une grande solidarité territoriale. Donc moi, je pense que... Avec des moyens supplémentaires, ouvrir des centres en plus. Surtout, si vous voulez que les moyens d'hébergement soient répartis sur l'ensemble du territoire, il faut quand même qu'on ne va pas mettre à Paris multiplier du logement, même si Mme Hidalgo a bien raison d'avoir un engagement précis et que Bertrand Delanoë avait tenu les siens. Donc, en tout cas, sur cette question-là, moi j'appelle les Français au moment des municipales de se saisir de ce sujet. Parce que vous montrez un reportage qui nous amène à l'humanité. Mais moi, j'ai participé à plusieurs débats où on voyait des reportages. Vous avez des gens aisés qui refusent de mettre des HLM en face de chez eux en vous disant « Moi, j'ai vu les bidonvilles de Nairobi, je ne veux pas avoir ces gens-là qui viennent piller chez moi. » Donc, il faut que la société française fasse de cette cause un des grands débats des municipales. C'est un appel pour les municipales. Absolument. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann d'avoir participé à notre émission. Marion, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Mickaël. Bonne semaine. Que s'est-il passé il y a 18 ans dans les montagnes de Tibérine? Qui a tué les moines trappistes?